Bonjour et bienvenue dans mon émission d'auteur à auteur. Aujourd'hui, j'ai la joie d'inviter un ami, on se connaît depuis longue date, Julien Perron. Bonjour Julien, Salut Patricia, ça va? ça va et toi? Mais oui, ça va. C'est clair qu'on se connaît depuis un petit moment, hein. Le temps passe très vite, c'est ce qu'on se disait un peu en off, hein. Mais oui, là, je pense que ça fait plus de 10 ans facilement, hein. Facilement. Ah oui, ouais, ouais, Ouais. facilement plus de 10 ans. Et donc, j'ai découvert ton livre. D'ailleurs, je vais l'afficher. Ouais. Voilà, c'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi aux éditions Erol. Et donc, ça va être un petit peu le sujet de nos échanges d'aujourd'hui. Et je me souviens du temps où tu as démarré Ah, vraiment ce ouais. questionnement. Je me souviens Ok. avec ton téléphone portable et tu Mm, commençais à faire des interviews. mm, Et puis après, ça a filé, ça a pris de l'ampleur. mm. Tu en es arrivé à faire un film, d'ailleurs, qui a Ouais. été un film à succès, parce que si j'ai bien saisi, plus de 2 millions de spectateurs hein, Ouais. qui ont vu ton film, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Ah oui, non, c'est énorme, hein. C'est énorme, mais d'ailleurs, c'est bien de rappeler que c'est quand même pas mon métier, hein, d'être réalisateur ni producteur de films. Et c'est bien que tu le dises parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'étais avec mon téléphone portable et je posais cette question à des gens dans la rue, un peu partout quand je me déplace. Et d'ailleurs, dans le film, qui est maintenant accessible gratuitement sur YouTube, d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller le voir, vous tapez C'est quoi le bonheur pour vous. Et donc, dans le film, il y a des séquences qui ont été filmées avec mon téléphone de l'époque. Et ça remonte maintenant à 2015, je crois, 2015-2016. Et c'est imperceptible, hein. Quand tu regardes le film, tu n'imagines pas en fait que c'est des scènes qui ont été filmées avec un téléphone. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, quand je faisais ça, je n'imaginais pas trop dans quelle direction je me lançais, hein. J'étais porté en Ouais. fait par cette question, cette énergie. C'était hyper intéressant d'échanger autour de ce sujet. Voilà. Ouais. Donc, belle réussite. Ouais, belle réussite. Et donc maintenant, le livre, c'est quoi le bonheur pour vous? Et dans ce livre, tu nous proposes en fait des escales, un voyage avec Mm. des escales, Oui, et tu abordes différents thèmes. Alors bon, je sais qu'il y a des thèmes qui te sont vraiment importants, comme l'alimentation, le sport, la reliance à la nature. Mais toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que c'est un livre, en fait, on peut le lire dans un sens chronologique ou dans n'importe quel ordre. Par quoi commencer d'après toi dans ce voyage, dans cette quête du bonheur, hein? ah, c'est hyper intéressant comme question. Je crois qu'il n'y a pas un premier pas qui est équivalent à tout le monde. C'est-à-dire que si on est 8 milliards d'individus, a priori, d'après moi, on aurait peut-être 8 chemins différents qui mènent vers nous, hein, tout simplement. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment un outil, quelque chose qu'on peut recommander comme ça pour tout le monde. Ce qui me vient là comme ça à l'esprit spontanément, donc là je vais plutôt réfléchir de manière vraiment très générale, parce que mon sentiment c'est qu'il y a à peu près 80% de la population qui passe à côté d'elle-même, donc qui ne se connaît pas, hein, et c'est lié au conditionnement de notre société, c'est lié à beaucoup de facteurs, l'éducation, enfin globalement au conditionnement sociétal. Et donc pour toutes ces personnes, peut-être que le premier pas, ce serait déjà justement de faire un pas en arrière. C'est-à-dire un peu de, tu sais, d'appuyer sur D'accord. pause, d'appuyer juste sur le bouton pause, parce que tout va super vite et on voit bien en fait, plus les années passent et plus on a le sentiment que tout va très très vite. Et c'est quand même plutôt bien organisé d'ailleurs tout ça, donc ce qui fait qu'une grande majorité des gens n'ont pas, ne serait-ce que 2-3 secondes pour se dire: «Oh là là, attends, moi je vais faire un petit pas en arrière, je vais faire une pause, je vais respirer un petit peu et je vais commencer à me poser des questions». Donc à me poser des questions qu'on peut appeler des questions philosophiques ou j'allais dire des bonnes questions, quoi. Est-ce que je vais bien déjà, tu vois, tout simplement? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que je suis bien dans ma tête? Est-ce que je Là où suis j'en heureux ou heureuse? Voilà, exactement. Là où j'en suis à ce moment où je me pose la question, imaginons je suis marié, est-ce que je suis heureux d'être marié? Imaginons j'ai des enfants et donc une famille, est-ce que je suis heureux dans cette situation? Et donc en étant vraiment un maximum très honnête avec soi-même, hein, parce que c'est juste un constat entre soi et soi, hein, donc tu avec personne d'autre, tu es juste avec toi-même. Et toutes ces questions, est-ce que mon métier me plaît? Est-ce que je suis vraiment épanoui dans ce que je fais? Est-ce que c'est peut-être pas plutôt un job alimentaire plutôt que un job en fait qui m'épanouit, dans lequel je suis très heureux? Plein de questions pour moi qui me paraissent tellement évidentes, mais que effectivement une grande partie de la population ne se pose pas parce que tout va très très vite et qu'on est un peu sur un pilote automatique. Et donc, on réfléchit pas trop, on suit un peu comme tout le monde, tu sais, un peu comme des moutons, quoi, entre guillemets. Et donc, on prend pas ce temps-là. Peut-être que la première step, ça serait ça. Ce qui est pas évident, hein. Vraiment, c'est pas évident. Moi, je dis très souvent, je mesure maintenant la chance quand même d'avoir commencé hyper tôt dans ma vie,
parce que, tu sais, ma maman, tirait des cartes, elle faisait des thèmes astrologiques. On allait voir des iridologues, des naturopathes quand j'étais gamin, donc je pense qu'il y avait quand même une ouverture d'esprit qui était assez jeune, on va dire, parce que bah, moi j'ai 44 ans maintenant, donc je suis né en 78. À l'époque, il y avait quand même pas beaucoup de personnes avec qui moi je pouvais parler de ça. Mon grand frère C'est qui a 5 sûr. ans de plus que moi, il est resté très cartésien et il commence maintenant à me prendre en sérieux. Et d'ailleurs, il a lu mon livre et j'étais très content parce qu'il m'a dit oh, j'ai adoré ton bouquin, donc c'est pour moi c'était une victoire. Et donc voilà, peut-être ça pourrait être ça, ouais. C'est pause, je fais une pause Mmh. et j'essaye de faire un petit check-up intérieur, quoi, pour voir un peu comment je suis à ce moment-là. Je t'entends Oui, plus. en même temps, c'est vrai que si on se pose ah, tu m'entends? Si, c'est bon. Est-ce que tu m'entends? Ouais, c'est bon. Oui. Le fait de se dire: «On fait une pause et on se pose des questions», des fois derrière c'est pas évident, parce que, ça veut dire que si on se pose des questions et qu'on se rend compte qu'il y a des endroits où ça va pas dans sa vie, derrière, qu'est-ce qu'on fait? Mmh. Et est-ce qu'il est possible d'atteindre le bonheur, sans passer justement par, des choses difficiles, de la souffrance, de la tristesse? Est-ce que c'est possible ça ou pas? Alors moi, je pense qu'il y a une solution et c'est, un autre pan de mon activité et pour moi, tout part de l'éducation. Donc peut-être qu'une des solutions, ça serait d'accompagner, les êtres humains, donc les enfants en l'occurrence, le plus tôt possible et d'intégrer donc là, c'est vraiment quelque chose de très sociétal, hein, une fois de plus, d'intégrer le savoir-être et la connaissance de soi le plus tôt possible dans notre société et donc moi, je rêve de ça, hein. Depuis 10 ans, je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation pour qu'on intègre le savoir-être, la connaissance de soi sur les bancs de l'école, au sein des du foyer donc parental. Peut-être que ça pourrait être une des solutions et après, bah, pour tous les jeunes adultes, ça me paraît pas évident quand même de passer à côté de ça, de passer à côté de ces petites choses qui piquent, de ces questions qu'on n'a pas forcément envie de se poser ou, des scénarios de notre vie sur lesquels on n'a pas forcément envie de revenir, qui sont très souvent liés aussi à notre enfance et à notre propre éducation et ce qu'on a vécu. Ça me paraît compliqué quand même de pas passer par là, quoi. Il y a des moments, enfin moi si j'observe ma vie et toutes les conversations que je peux avoir avec des gens qu'on estime être à l'heure d'aujourd'hui des gens inspirants, tu sais, des conférenciers, des auteurs qui sont un peu médiatisés et cetera. Bon, bah, on voit bien quand même qu'on est tous passés par des phases, qui étaient pas forcément évidentes, et après la différence, c'est, comment on a su se relever quand on est tombé à terre, qu'on a posé un genou à terre, comment on a su se relever, comment on a su faire différemment, changer notre regard, essayer des choses, peut-être hop, retomber encore une fois de plus, se relever et essayer encore d'autres choses. C'est peut-être ça qui fait la différence quand même avec beaucoup de personnes. Moi, de ce que j'observe, c'est la persévérance, le côté un peu, tu sais, discipline, avoir une discipline de vie, donc pour ton propre bien-être. Persévérance, discipline et puis ça va avec la persévérance, mais la constance, tu sais, être assez constant dans ce que tu fais. J'observe que les gens aussi autour de moi, globalement, donc c'est pareil, c'est général, c'est la société, ils baissent les bras quand même assez rapidement. Mais ça peut être vraiment compréhensible, hein. Mais pour répondre à ta question, pour moi, la petite différence, ça va être ça, quoi. C'est que oui, on va traverser des moments qui vont piquer, ça va être dur, ça va pas être évident. Et après, bah, c'est comment tu arrives à transformer ça. Idéalement, justement, avoir plutôt le côté positif dans cette situation qui peut paraître horrible. Trouver le côté positif, comment réussir à ressortir la subscientifique moelle qui va te continuer à avancer sur ton chemin, quoi. Et là, Ouais. maintenant, j'aurais pas eu le discours en 2003, mais maintenant, on a plein d'outils, en fait, pour ça. Mmh. On n'est pas C'est ce seul, qu'on quoi. appelle la résilience en fait, la Mmh. capacité à Quelque à part. à transformer finalement et à laisser partir, des schémas qui sont plus utiles comme un serpent finalement mu, Ouais, c'est et ça. quitte sa vieille peau pour aller vers sa nouvelle peau quoi. Ouais, c'est Une un autre peu ça. vision, de nous-mêmes. C'est un peu ça. Alors après, moi, j'ai bien conscience que c'est plus facile à dire, hein, qu'évidemment, pour beaucoup de personnes, la résilience, c'est quand même pas évident. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'on a quand même plein d'outils. Une fois de plus, il y a plein de conférenciers, il y a plein de livres. Tu vas maintenant enfin, je me rappelle, moi, à l'époque, en 95, je découvre La prophétie des Andes, à Virgin, sur les Champs-Élysées et il y avait peut-être une dizaine de bouquins, tu sais, en développement personnel. Maintenant, tu vas dans Mmh. n'importe quelle librairie, tu as je sais pas combien de champs entiers de livres de connaissance de soi, de bien-être et de développement personnel. Donc, rien que déjà du côté des auteurs et des livres, il y a ce qu'il faut. Tu vas sur le web maintenant, bah, c'est pareil, il y a plein d'informations. On peut se laisser tenter en se disant qu'il y a trop d'informations, justement. Mais bon, si tu te positionnes, et moi j'aime bien cette image, comme un chercheur,
Donc l'idée, c'est, tu es un chercheur pour toi-même. Bon, bah, c'est à toi de te fier à toi-même, à ta petite boussole intérieure et de faire les choix qui te semblent les plus cohérents dans toute cette information sur laquelle tu vas être confronté, quoi. Mais bah, je pense que oui, il faut, à un moment donné, il faut se mettre en marche, quoi. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut se mettre en marche à n'importe quel moment de notre vie. C'est ça qui est cool. Ça, c'est sûr, il n'y a pas d'âge. On est bien Mais d'accord non. là-dessus. Mais même si certains pourraient penser que si on a avancé dans l'âge, c'est plus compliqué de changer des choses parce que on a un peu ses habitudes, hein, aussi. Ouais. Et pas que les habitudes tirées d'organisation, mais aussi ses habitudes émotionnelles, ses Oui, habitudes comportementales, ses habitudes tout à fait. psychologiques. Ouais, C'est tout ça. à fait. Oui, bah, après c'est, pour moi, c'est des fausses croyances. Ça veut pas dire que ce n'est pas vrai, hein. C'est-à-dire que c'est tellement ancré, on a tellement été conditionné à avoir ce prisme-là que, bah, c'est des fausses croyances de se dire: «Bah, non, en fait, moi, c'est trop tard maintenant, je sais pas, à n'importe quel âge on a, hein, mais se dire: «Bah, non, non, si», et j'ai tellement d'exemples autour de moi de toutes les couches sociales et de tous les âges, autour de moi, de personnes qui, justement, à un moment donné, ont repris un peu les rênes de leur vie, que pour moi, c'est impossible de me dire: «Bah, non, en fait, tu peux pas parce que t» alors si, il y aura toujours des contre-exemples, mais bon, les contre-exemples, c'est, 1 de la population, tu vois? La majorité des gens, on peut à un moment donné quand même, reprendre les rênes de notre vie et être beaucoup plus aligné avec qui on est. Ça, c'est une certitude. Mais ça demande des efforts, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande une vraie discipline. Ouais, c'est pas tout doux, quoi, c'est sûr, hein, c'est pas, tu pas sur un petit nuage, quoi, c'est sûr. Pour Les un long choses fleuve tranquille. Ouais, c'est ça, ouais. Après, par contre, c'est vrai qu'avec le temps, avec les années, bah, plus tu te connais, plus c'est beaucoup plus doux. Évidemment, ta vie est quand même beaucoup plus douce. Mais c'est pour ça que l'éducation est importante, parce qu'on ferait gagner un temps, gigantesque à Mmh. l'humanité, mais oui, mais il faut se mettre en marche, ouais. Il faut vraiment se mettre en marche. En tout cas, que les gens conscientisent que c'est chouette de comprendre des choses intellectuellement, c'est déjà un beau pas. Mais ce qui manque après, c'est la prise d'action, c'est de passer à l'action et surtout de se maintenir en fait sur une action, quoi. Ça, c'est vraiment ce qui manque, je trouve, à la population. Et d'ailleurs, dans ton livre, il y a la partie un peu, voilà, réflexion, on amène des idées, et puis il y a la partie action avec des rituels, avec des conseils. Oui. Donc, s'il y avait un des rituels que tu proposes dans ton livre, que tu voudrais mettre en avant, ce serait lequel? Ah ouais, et bien écoute, moi j'aime bien le rituel du matin, parce que de ce que j'ai observé aussi, et c'est encore le cas d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui se réveillent le matin, qui ont pas envie d'aller travailler, qui retardent le réveil, tu vois, un maximum pour dormir 20 minutes, une demi heure de plus, avant d'aller travailler, puis qui s'habillent rapidement un peu stressés et puis qui quittent leur appartement. C'est encore le cas quand même beaucoup, je trouve aujourd'hui, et donc de remettre déjà de la douceur dans son réveil et d'imaginer tout un scénario, qui te permettent de te réveiller en joie. Alors, non pas que prenons l'exemple que tu n'aimes pas ton travail, par exemple, bah, c'est pas une fin en soi. Tu peux très bien, toi, te créer un rituel le matin qui te permette, tu vois, d'être bien, en fait, d'être en joie avant d'aller travailler, et avant d'aller faire ton job que tu n'aimes pas, quoi. Donc c'est pas pour moi lié à ce qui va suivre derrière, mais c'est plutôt lié à l'énergie que tu as envie de mettre le matin pour avoir une bonne énergie après dans la journée, peu importe ce que tu fais derrière. Et donc pour moi, c'est important justement ce matin-là. Et force est de constater que si tu veux t'accorder un petit peu de temps quand même le matin, bah, évidemment, il faut te réveiller un peu plus tôt, que, bah, probablement le réveil que tu mets avant d'aller travailler. Donc, en fonction de chacun, ça à chacun de sa vie, de là où il en est, de voir peut-être ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure pour les plus courageux. Vraiment consacré à soi avant d'entamer la journée. Moi, je le mesure maintenant depuis, plus de 20 ans, donc je vois en fait tous les bienfaits que ça me procure, et pour moi, c'est vraiment une constante humaine. Donc, je vais te donner mon exemple. Donc moi, le matin, je suis réveillé tôt, je suis réveillé à 5h30. Si je suis réveillé à 5h30, c'est parce que je me couche tôt aussi, bien évidemment. Je ne mets pas réveil, donc voilà, ça fait plus de 20 ans que je ne mets pas de réveil, mais je mets pas de réveil parce que justement, j'ai conscientisé que le réveil, ça stressait notre corps. Donc, je me suis positionné comme un chercheur et j'ai essayé de comprendre de combien d'heures de sommeil j'avais besoin et à quel moment, en réalité, mon corps, il allait se réveiller de manière naturelle. Et ça, on peut tous le faire, on le sait tous intuitivement qu'on a besoin de 6, 7, 8 heures de sommeil. Et après, bah, en fait, on se réveille, quoi, globalement, quoi. Donc, ça a été ouais, un gros boulet que j'ai lâché derrière moi quand j'ai pu me réveiller. Donc, 5h30, je suis réveillé. Je me fais des étirements dans mon lit, c'est un peu comme un chat, pour voilà, un réveil en douceur corporelle. Ensuite, bah, je me lève et je vais faire du yoga.
Donc, j'ai à peu près entre 20 minutes et une demi-heure d'exercice de yoga. Donc, c'est des exercices que j'ai tirés d'un peu de partout. Pendant 8 ans, j'ai organisé des séjours vélo, yoga et méditation et à chaque fois, on avait un prof qui était différent et donc du coup, bah, j'ai puisé un peu sur toutes ces techniques de tous ces profs pour des techniques qui me correspondent, quoi. Donc, 20 minutes, 30 minutes de yoga. Ensuite, j'ai des exercices un peu de musculation pour tonifier mon corps. Donc je fais des pompes, je fais des tractions, voilà, j'ai tout un parcours que je me suis fait, personnel. Ensuite, je prends une douche froide, et puis, j'insiste sur le froid parce que c'est pareil, il y a beaucoup de bienfaits et là ensuite, ben, en fonction de l'année dans laquelle on est, puis du mood dans lequel je suis, soit je me fais un jus à l'extracteur, donc avec, des légumes et des fruits et c'est un peu mon moment méditatif du matin pour préparer mon jus. Soit j'ai pas forcément envie de me faire un jus et puis du coup, bah, je me mets à ce que moi j'appelle jardiner, parce que j'ai pas du tout l'impression de travailler, j'ai l'impression de semer des graines en fait dans ce que je fais. Donc, je jardine et après, arrivé à 4h30 de l'après-midi, je me suis imposé d'arrêter de jardiner, peu importe ce que je fais, j'arrête et je consacre le reste de la journée pour moi. Donc souvent, là, je vais faire du sport. Donc moi, j'habite Montpellier, donc je prends mon vélo et je fais 12 kilomètres pour aller à Palavas ou à Carnon. Je vais me baigner, même en hiver. Et puis après, bah, je rentre ici, donc ça me fait à peu près 24 kilomètres de vélo. Et quand j'arrive ici, je suis dans une énergie qui est complètement différente du moment où je suis parti. Je suis beaucoup plus dynamique, éveillé. Enfin, voilà, je trouve que j'ai vraiment une belle énergie. Et là, je me mets à cuisiner. Je prends du temps aussi pour cuisiner, un peu le même temps que je pourrais prendre le matin pour me préparer mon jus, parce que c'est un moment méditatif aussi pour moi. Que je sois avec ma compagne ou que je sois seul, peu importe. Et puis voilà, et j'essaie de dîner tôt, donc généralement vers 19h, normalement, je suis en train de dîner. Et puis voilà, c'est ça mon rituel, donc du matin et globalement mon rituel, de tous les jours, quoi. Et ce qui me permet d'être bien dans ma tête et d'être bien dans mon corps. Et je pense que chacun peut le calibrer en fonction de sa vie. Oui, parce que là, en fait, tu nous partages ce que toi, tu as envie de vivre et ce que tu sens qui était important pour toi. Et tu as réussi à faire tout ce cheminement de larguer les boulets, comme tu dis, pour réussir à construire la vie telle que tu as envie de la vivre. Et c'est ça qui représente le bonheur pour toi. Ouais, Mais j'entends déjà des petites voix ou des grosses voix qui disent, mais oui, mais quand on est fatigué, se lever plus tôt, c'est compliqué. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des cercles vicieux, oui. évidemment, qui voudraient bien changer des choses, mais qui c'est compliqué de changer. Quel conseil tu pourrais leur donner en sachant que c'est certainement, voilà, un voyage, des escales, des étapes, mais quel conseil tu pourrais leur donner à ces personnes qui sont vraiment fatiguées, qui n'arrivent plus finalement à sortir de leur tourmente? Oui, je vois. Bah, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que, moi-même, ça m'arrive quand même, assez souvent et j'en parle d'ailleurs dans le livre, de pas forcément être motivé, tu vois? Même le matin, par exemple, dans mon rituel du matin, de pas forcément avoir envie, de faire tous ces exercices du matin. Vraiment, ça m'arrive quand même très régulièrement et idem le soir en hiver, même là en été, il fait très chaud là en ce moment à Montpellier. J'ai pas forcément envie de porter mon vélo sur les 3 étages et d'aller faire du vélo comme ça pendant 1 heure et d'aller me baigner. Vraiment, des fois, j'ai envie de rester ici juste tranquille. Alors, des fois, je le fais d'ailleurs. J'écoute ça et je reste ici. Mais comme je sais que je vais être vraiment ouais, dans une énergie tellement différente quand je vais le faire, et je pense que c'est parce que c'est lié à l'habitude que finalement, globalement, je vais tout le temps quand même dans cette direction parce que je vois que ça me fait quand même à chaque fois beaucoup de bien, quoi. Donc, moi, ce que je voudrais dire à ces gens, c'est de commencer juste déjà par une chose. Juste une chose. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce que c'est tout le temps multifactoriel. Mais déjà, de se concentrer juste sur une chose qui nous met peut-être un peu plus en joie, qui nous fait un peu plus vibrer qu'une autre. Ça peut être l'alimentation, ça peut être le sport, peu importe ce que c'est. Mais de se concentrer déjà vraiment là-dessus et de faire du mieux qu'on peut pendant un certain temps. C'est à chacun de déterminer ce temps-là et toujours se positionner comme un chercheur et d'essayer de voir en fait les différences qu'il va avoir au fur et à mesure, positives hein, bien évidemment. Quoi. Et moi, je défie quiconque de ne pas me dire qu'à un moment donné, il n'aura pas de bienfait derrière. Quoi. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, pour tous les cartésiens, que ce soit le sport, l'alimentation, le sommeil, la nature, les exercices de relaxation, il y a des centaines d'études de scientifiques, des neurosciences aussi qui s'y sont intéressés et qui montrent en fait tous ces bienfaits sur notre cerveau, sur notre corps, sur nos cellules pour tout ce que je viens de citer. Donc pour les sceptiques, vous allez voir, vous faites des recherches dans des bibliothèques sur Internet, il y a tout ce qu'il faut à portée de main. Donc une fois déjà qu'on a compris ça, c'est pas un discours que je tiens qui est genre le monde des bisounours, quoi. C'est un discours qui est très pragmatique. On se concentre, allez, on va dire, sur l'alimentation.
et on essaye de ramener beaucoup plus des aliments qui vont nous apporter de la vitalité, de l'énergie. On va essayer de conscientiser, parce que c'est le cas quand même pour beaucoup de personnes, qu'on mange généralement juste parce qu'on a faim, mais on ne mange pas, comme le disait Hippocrate à l'époque, que ce soit notre premier médicament, hein, très clairement, pour être bien, en fait, tu vois, une fois de plus, pour avoir de l'énergie. Et donc déjà, de faire tout, j'aime pas ce mot, j'allais dire travail, mais j'aime pas trop ce terme, de faire toute cette introspection, cette recherche autour de l'alimentation qui nous convient à chacun, parce que c'est différent d'un individu à un autre. Bah, on sait qu'à peu près, il faut 7 ans pour quelqu'un qui est très motivé pour changer son alimentation vers une alimentation qui lui correspond vraiment et qui lui apporte de l'énergie. Donc déjà, tu vois, il y 7 a ans? 7 7 ans. ans? 7 ans, ouais. Ah Ouais, ouais. ouais tu vois, c'est quand Pour même. arriver à être vraiment dans une alimentation très reliée à soi, c'est Ouais, ça? c'est ça. Et rien que Ah. ça, bah moi, tu vois, par exemple, je ne tombe plus malade depuis une vingtaine d'années. Parce que je sais que c'est Mhm. vraiment intimement lié, entre autres, à mon alimentation. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est multifactoriel, pas que. Si, par exemple, j'étais très concentré sur mon alimentation, mais qu'en parallèle, je n'avais pas une activité sportive, comprendre par activité sportive, c'est juste d'être dans le mouvement, hein. C'est pas forcément aller courir tous les jours, Faire faire, de la musculature. voilà, faire du vélo comme moi. C'est pas ça, hein. C'est juste conscientiser qu'on est dans des. D'accord, tant Ouais, mieux. on Je est. pense à tous ceux et celles qui n'ont pas envie de faire des kilomètres et des kilomètres. Bah oui, Mais c'est voilà. le mouvement, quoi, le C'est le mouvement du mouvement. corps. De remettre du mouvement parce que, pareil, globalement et de manière un peu générale, on est dans une société qui nous a sédentarisés. Donc la plupart des individus, en fait, ils sont tout le temps assis toute la journée, globalement. Tu prends les transports en commun, tu prends ta voiture, après tu arrives au travail, tu es assis, tu repars, enfin, tu manges, tu es assis, on est quasiment tout le temps assis. Donc il y a très peu de mouvement dans nos vies respectives. Donc de remettre du mouvement, par exemple, d'aller à pied à son travail. Si on est dans une ville, descendre quelques station avant en métro pour aller à pied, tu vois, soit chez soi, soit au travail, monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, peu importe. Mais de remettre comme ça de l'activité, je le mets entre guillemets sportive, donc du coup du mouvement, ça c'est vraiment important. Et justement, c'est ce que je te disais, c'est multifactoriel, c'est pas que l'alimentation, mais se concentrer déjà au moins sur un facteur qui pourrait être ça, c'est déjà très très bien. Parce que bah, on voit que ça met du temps. Globalement, ça met du temps. Ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Parce que c'est hyper fin. C'est tellement subtil. C'est pour ça que j'aime bien l'idée du chercheur. Tu vois, il faut vraiment être à l'écoute de soi, quoi. Et ça, on l'a totalement oublié dans notre société. On nous fait croire que c'est totalement égoïste de penser à soi avant de s'occuper des autres, alors que ça devrait être la priorité numéro un dans tous les foyers. Tu vois, de penser à soi avant de se. Oui, Ouais, et d'ailleurs, c'est l'idée de se mettre à l'écoute de soi, on le retrouve vraiment dans ton livre, quoi, oui. à différents moments. Mm. Euh, Est-ce que tu pourrais donner justement une ou deux idées pour nos auditeurs et auditrices sur des choses simples qui pourraient permettre de faciliter cette mise en relation avec soi, cette mise en écoute de soi? Ah bah, pour moi, le meilleur véhicule et catalyseur, c'est la nature. Et donc, on a tous, à un moment donné, un coin de nature autour de nous. Pour ceux qui habitent dans des villes, parce que moi, j'ai habité quand même 34 ans à Paris, donc c'est quand même la capitale de France. On peut se dire, là, mais comment on fait? Bah, je faisais des efforts. Je parlais d'efforts, tu sais, tout à l'heure. Bah, je faisais des efforts. Donc, je prenais mon vélo, je faisais parfois 1 heure de vélo pour aller au bois de Boulogne, ou bah, j'avais un parc qui était aussi pas forcément à côté de chez moi, et puis j'allais au parc. Donc, on a quand même des parcs dans les villes. On peut avoir, si on s'extrait un petit peu de la ville, des forêts ou un lac ou autre. Globalement, on peut trouver. Donc, c'est accessible une fois de plus à tout le monde, mais parfois, bah, ça demande de faire encore des petits efforts justement pour y accéder. Et je trouve que bah, l'élément nature, oui, c'est un bel élément pour se reconnecter à soi de manière sans trop se rendre compte. Parce que, prenons l'exemple de la forêt. Bah, imaginons, tu vas te balader allez, une petite demi-heure, ne serait-ce qu'une demi-heure en pleine forêt. Il y a de fortes chances quand même que quand tu ressors de cette balade, tu ressentes un sentiment, tu sais, d'apaisement, de tranquillité. euh, et ça, oui, c'est pareil, moi je défie quiconque de ne pas s'en rendre compte. À part si tu pars avec quelqu'un et que tu es en train de discuter avec quelqu'un. Là, c'est pas pareil. Si tu pars seul et que tu marches une demi-heure dans une forêt, il y a de fortes chances quand même, je te dis, que tu ressors de là et que tu ressentes que tu es apaisé et que ça t'a fait du bien. Sans trop pouvoir l'expliquer, mais maintenant c'est génial parce que les scientifiques l'expliquent. Il y a plein de propriétés. Alors c'est génial ça aussi. Ça me fait penser à la sylvothérapie. Moi je me rappelle petit, on faisait des câlins aux arbres avec ma mère naturellement, mais bon, le mot sylvothérapie n'existait pas. Et donc maintenant, ça y est, il y a un terme, sylvothérapie. Donc on peut faire des câlins aux arbres sans être jugé par les gens, parce que maintenant c'est une thérapie, quoi. Et donc rien que ça aussi, ça peut paraître très étrange hein, pour certains qui ne l'ont jamais fait.
Je me rappelle, moi, à l'époque, d'ailleurs, je me cachais parfois, tu vois, pour pas que les gens me jugent, quoi. Jusqu'au jour après, je me suis détaché du regard des autres. Mais voilà, ne serait-ce que de faire ça, voilà, de se balader comme ça en pleine forêt, ça permet tranquillement, sans s'en rendre compte, de revenir un peu plus vers soi. Et si on le fait régulièrement, donc si on intègre cette dynamique-là régulièrement dans notre vie, bah, au même titre qu'on mange, qu'on se brosse les dents, qu'on prend une douche, tu vois, on réfléchit pas, c'est devenu logique. Et ben, si on intègre cette logique-là d'aller régulièrement dans la semaine dans la nature, c'est pareil. Moi, je défie quiconque, au bout de quelques mois, de me dire, bah non, ça me fait pas du bien, quoi. C'est impossible. Mmh. Oui, et là, tu amènes quelque chose, enfin une idée, sortir du jugement de l'autre. Et justement, Oui, est-ce que ça, c'est pas un des axes qui va faire qu'on va être plus heureux et heureuse quand on n'est plus dans ce jugement de l'autre, bien que ça soit pas facile à faire? c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Moi, je me rappelle de ce cheminement quand même, et c'est pour ça que je te dis que je trouve que j'ai de la chance parce que j'ai commencé tôt, mais je me rappelle de ce cheminement. Alors, je me rappelle même précisément la première fois où j'ai commencé à me dire: «OK, je m'en fiche», et donc j'ai dit: «Je vais aller au cinéma tout seul». Donc moi, j'étais pas très loin des Champs-Élysées, donc je vais au cinéma, donc je suis dans la queue. Et là, je me suis fait tout un scénario, en fait, tu vois? J'étais en train de m'imaginer les gens quand ils me regardaient, qui étaient en train de me critiquer, en train de se dire: «Ah le pauvre, il vient tout seul», enfin plein de trucs, plein de scénarios que tu te fais tout seul, tranquille, tu vois? Dans ta tête. Et puis, et ben, je me suis forcé, en fait, quelque part, je pense, à retourner seul au cinéma, tu vois? Voilà. Et puis après, bah, au bout d'un moment donné, en fait, tout ça s'est effacé parce que je me suis rendu compte tout seul, bah, que c'était que dans ma tête. Tu vois? Ou alors il aurait fallu que je parle à la personne qui me regarde et que j'aille le voir en disant: «Mais arrête de penser comme ça, quoi». Tu vois? Il m'aurait dit: «Mais qu'est-ce qui se Mmh. passe?» Donc quand on comprend que c'est vraiment on est tout seul à se faire nos propres scénarios, donc par rapport au regard de l'autre, c'est déjà une belle clé et c'est déjà une belle avancée. Parce que ce n'est que dans notre tête. Si tu veux savoir si c'est pas dans ta tête, dans ce cas-là, il faut discuter avec la personne que tu as en face de toi ou que tu as croisée ou autre, pour savoir réellement. Je te donne un autre exemple, c'était pendant la période de confinement. C'est pas forcément, à recommander, hein, mais moi, pendant cette période de confinement, quand je sortais dans la rue, je portais pas de masque. Parce que j'étais vraiment contre, en fait, ce truc-là, quoi. Et donc, bah, évidemment, globalement, toute la population le portait. Et quand je disais ça à des gens autour de moi, ils me disaient: «Ah là là, mais attends, les gens doivent te regarder bizarrement». Et je disais à chaque fois: «Ben, en fait, moi, je m'en fiche, du regard des autres. Je les regarde pas les gens, parce que moi, je me sens aligné avec moi-même quand je fais ça. Si je le faisais pas, en fait, je serais pas aligné avec moi et donc du coup, je serais pas bien, quoi. Donc je vais pas chercher le regard des gens puisque de toute façon, je suis OK avec moi, avec cette décision». Et c'est venu progressivement, tu vois, de réfléchir comme ça et de me dire: «Bah, finalement, bah, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est vraiment d'être en accord avec moi-même ou est-ce que c'est plutôt, bah, le regard de l'autre qui m'apporte et ce qu'il pense alors que je sais même pas ce qu'il pense en réalité, quoi?» Donc Mmh mh. alors que moi, je sais ce que je pense de moi et Mmh. voilà. Donc en fait, quand on a des pensées comme ça, qui sont en train d'imaginer ce qu'il y a dans la tête de l'autre, il faudrait sortir son panneau stop Oui, et revenir à soi, hein, c'est bah, ça, oui, c'est ça, finalement. et te Mmh. dire que c'est qu'une projection personnelle, ça n'est que Mmh. ça. Et je l'entends tellement de fois ça, en fait, de personnes, tu sais, qui vont dire: «Voilà, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Tu sais, si je fais ça, mais qu'est-ce que les autres vont penser?» Mais en fait, tu ne sais pas ce qu'ils vont penser. Donc à partir du moment où tu sais pas ce qu'ils vont penser, bah, fais quelque chose toi qui te plaît. À partir du moment où bien évidemment, ça ne rentre pas, à l'encontre d'autrui ou à partir du moment où ça ne fait pas violence à quelqu'un d'autre, à partir du moment où il y a pas d'entrave à la société, tu vois? À partir du moment où c'est juste, bien évidemment, hein. Je dis pas de faire n'importe quoi parce que toi ça te fait plaisir. Faut que ça reste quand même très, très équilibré. On est quand même dans une société. Mais oui, le regard des autres, ça reste quand même leur propre regard et ça n'a rien à voir avec ce que Mmh. toi tu penses potentiellement de ce qu'eux peuvent penser. Et quand on a compris ça déjà et surtout qu'on sait le faire, c'est déjà un énorme pas dans le bien-être et le bonheur Ah intérieur bah déjà oui. ça. Ah bah oui, c'est un très, très grand pas. C'est vraiment un très, très grand Mmh. pas et qui d'ailleurs, tu peux pas dire que tu peux lâcher prise après quand même toute ta vie. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui est présent, dans toute ta trajectoire de vie, hein, jusqu'à temps qu'on décède et puis qu'on aille autre part, quoi. C'est, le regard de l'autre, je vois bien que c'est un truc qui peut venir te chercher quand même continuellement dans ta vie, quoi, et c'est pour ça que je trouve d'où cette nécessité de mettre en place ce qu'on peut appeler des rituels, on peut appeler ça des habitudes de vie, qui te permettent, toi, d'être bien dans ton corps, d'être bien dans ta tête, dans la vie de tous les jours et tous les jours. Parce que si tu fais ça, et moi je m'observe et je le vois, bah, c'est clair que tu affrontes les événements de ta vie, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs. Tout ce qui se passe globalement dans ta vie, les interactions avec les gens, enfin plein de choses,
Si tu es dans cette dimension-là, tu as vraiment un regard qui est complètement différent sur la vie et qui est bien évidemment beaucoup plus optimiste, plus positif, plus réaliste aussi, j'ai l'impression, plus créatif, plus intuitif. Enfin, c'est que des bienfaits. Et je dis, je le mesure parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir faire ces rituels du matin pendant quelques semaines. Et là, j'ai vu vraiment toute la différence de comment, ne serait-ce que comment je percevais mon activité. Ça m'est arrivé, tu vois, dans cette période-là où, je sais pas, ça a duré pendant 2 semaines, et ben, je me mettais derrière mon ordi et j'avais l'impression que j'avais mais une montagne de choses à faire et que c'était insurmontable. Alors que dans ma vie de tous les jours, bah, en fait, c'est hyper fluide et je me pose pas la question. J'ai vu que quand je discutais avec ma compagne, notre échange, notre communication était un peu différente de moi, ce que je voulais comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Pas de ce que je comprenais, de ce que je voulais comprendre. Je comprends. Et donc plein de choses comme ça dans ma créativité, et donc c'est pour ça que pour moi ce livre, c'est une espèce de bouquin qui devrait être remboursé par la sécu parce que c'est vraiment les bases, tu sais, pour être bien en fait dans ton corps, dans la vie de tous les jours et c'est accessible à tout le monde, ça ne demande pas d'argent parce que c'est les bases en fait pour un être humain, quoi. Mmh. Oui, c'est sûr, ton livre, bah, il est très riche et très simple, mais avec la simplicité finalement que tu as acquis et je sais que c'est un axe de rendre la vie simple en fait, parce que des fois on Oui. ça complexifie beaucoup trop. Mais il y a une autre question là qui arrive, qui est, tu sais, certains pourraient se dire, mais oui, mais si on cherche à vivre le bonheur, est-ce qu'on n'est pas égoïste? Est-ce que le bonheur, ça passe pas juste parce qu'on s'occupe des autres? Tu vois comment en fait, on peut tenir compte de soi et de l'autre finalement. Ouais. Où est-ce que tu en es dans ta réflexion sur ce sujet-là? Bah, en fait, tu l'illustres en bougeant. En fait, quand tu bouges et que tu parles de ça, tu vois, pour moi, tu me fais penser à l'équilibre. Et donc, c'est justement, en fait, c'est trouver le juste équilibre dans tout ça. Évidemment, si tu t'occupes que de toi, c'est purement égoïste. Tu vois, que tu oublies les autres et que tu en as rien à faire des autres, c'est purement égoïste. Et en fait, on peut l'appliquer dans tout. Donc, c'est toujours trouver ce juste équilibre dans tout ce que tu fais, et donc notamment de s'occuper de soi. Mais il y a plein de potentiellement, il faudrait faire une étude d'ailleurs là-dessus. Mais moi, ce que j'ai vu, je vais prendre l'exemple d'une famille. Si à un moment donné, il y a un membre de la famille, la femme ou l'homme, qui commence à aller dans cette direction, il y a quand même une grande probabilité que ça amène toute la famille aussi à aller dans cette direction. Parce que bah, ça s'observe, en fait, tu vois, la famille commence à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en pleine forme et tout, tu es tout le temps souriant, tu dégages quelque chose de, tu vois, une belle luminosité, et donc forcément, ça amène aussi les autres à aller dans cette direction. Et puis même moi aussi, hein, je vois hein, le fait d'être dans cette dimension-là, donc de prendre soin de moi, ça a un impact sur ma vie perso et professionnelle. Et personnelle, bah, je vois que ça invite aussi les gens de plus en plus, tu vois, à aller là-dedans, quoi, à prendre soin d'eux, tout simplement. Donc, c'est loin d'être égoïste, et c'est ce que je disais en amont. C'est notre société, en fait, qui nous fait croire que c'est égoïste. Et notamment, c'est l'aspect, pour moi, qui est très lié judéo-chrétien. Donc, voilà, on nous fait croire que tout ça, c'est égoïste de prendre soin de soi. Alors que la réalité, c'est tout l'inverse. C'est le bon exemple, mais qui est cité par plein de confrères. C'est, tu sais, t'es dans l'avion, là, il va y avoir une espèce d'accident, par exemple, et puis il y a une dépressurisation, et du coup, il y a des masques à oxygène qui tombent, et le steward, il te dit quoi? De mettre d'abord le masque sur toi avant d'aider ton collègue à côté. Et c'est logique, ça, on le comprend tous. Donc, si on comprend ça, bah, on comprend que si tu t'occupes pas de toi déjà en priorité, comment tu veux prendre bien soin des autres? C'est juste pas possible. Donc, déjà, de prendre ce temps nécessaire tout le temps, tous les jours, de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour prendre soin de soi, bah, c'est pour moi, c'est le plus beau cadeau en réalité qu'on fait à l'humanité, aux gens qui nous entourent, vraiment. Mais pour le mesurer, il faut le faire. Sinon, bah, tu t'en rends pas compte. C'est tout le temps comme ça, en fait. Il faut tout le temps être dans l'action. Il faut tout le temps vivre des expériences pour se rendre compte réellement de ce que c'est, quoi. Sinon, ça reste beaucoup intellectuel. Ça ne veut pas dire qu'on ne le comprend pas, hein, on comprend. Mais vivre l'expérience, c'est encore le stade supérieur. C'est-à-dire, tu l'as intellectualisé, après, tu le vis dans tes cellules, et là, c'est vraiment intégré. Et donc, pour l'intégrer vraiment, il faut vivre les choses. Ça, c'est le message clé, quoi, hein, à retenir. Ah, bah oui, Réfléchir, oui, mais vivre l'expérience et l'intégrer en fait dans sa vie, mais oui. plus que oui, hein. Bah oui, rien ne remplace ça. Ouais. On le dit beaucoup aussi dans l'éducation, c'est d'amener les enfants à vivre des expériences. Bah, on voit bien à partir du moment où ils testent des choses, ils sont en train de vivre donc des expériences, et si en plus il y a de la joie derrière, bah, on apprend mais 100 fois plus, et c'est valable pour nous aussi les adultes. On est encore des petits enfants, hein.
Écoute, c'est super, Julien. Merci beaucoup pour ces OK, partages. On arrive à la fin de notre émission. OK. Déjà, je remets en avant donc voilà, mince, la fiche de ton livre. Donc, c'est quoi le bonheur pour vous? Je vous invite vraiment à l'investir. Il est simple à lire, facile, il donne plein d'idées. C'est un beau voyage que vous pouvez faire avec vous-même et donc du coup entamer une escale à une étape, celle voilà celle qui vous va bien. Moi souvent quand j'ai des livres comme le tien, je l'ouvre au hasard, je vois la page qui correspond à la page du jour et je me dis bon et ben ça va être ma tendance pour la semaine ou les semaines qui C'est une viennent. bonne idée. Ouais, c'est une Et bonne alors idée. si tu avais merci. Si tu avais un message à faire passer avant qu'on se dise au revoir et à bientôt ou à la prochaine fois. Ouais, et bah, écoute, pour moi, je suis très, dans mon bureau, j'ai une citation de Gandhi et cette citation de Gandhi, c'est: «Sois le changement que tu veux voir dans le monde». Et donc ça reprend notre fil conducteur de notre échange. C'est-à-dire que si on attend toujours de l'extérieur que les choses changent, on peut toujours attendre encore pendant des années et des années. Mais si on a envie justement que les choses évoluent un peu plus dans ce que nous, on a envie, donc c'est assez individuel, bah, il faut déjà commencer nous par changer nous, tout simplement, quoi. Et c'est vraiment la base de tout, quoi. Donc je te dis, ça rejoint tout ce qu'on s'est dit là. Ouais, soyez le changement que vous avez envie de voir dans le monde, passez à l'action, prenez soin de vous, faites un petit pas, parce qu'il n'y a pas forcément de grands pas, de moyens pas, etc. Il y a juste déjà au moins un pas à faire, et progressivement, cheminez vers vous, à votre rythme, avec beaucoup de douceur, là où vous en êtes, avec vos propres compétences. Et le plus important, c'est de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour tendre vers la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà, incarnons cette citation de Gandhi, soyons le changement qu'on veut voir dans le monde. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Message d'espoir. Allons-y. Nous avançons tous ensemble et tout Mais oui, ensemble pour c'est clair. aller vers le monde le meilleur possible et le plus de bonheur possible, finalement, quel que soit l'endroit de la Terre. Bon, il y a Exactement. du boulot, c'est vrai. Oui. Merci. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée au moment où vous écouterez l'émission et on se dit à la prochaine fois. Bye bye à Bye tous. bye. Ciao, ciao.